mama wetu, mama Fifi. Mungu ambariki sana. Mama Fifi, tusaidie sana. Mama tusaidie sana. Vous nous avez choisi pour vous informer, vous n'avez pas tort, dames et messieurs, bienvenue à ce point d'actualité sur la chaîne Pacifique Amani Télévision, la chaîne de proximité. Et ce point d'actualité partira de Kinshasa, la capitale congolaise, pour vous dire que le garant de la Constitution et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de promulguer la loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale CENI. Cette nouvelle loi apportera ainsi à la CENI, bien sûr, question d'organiser les prochaines échéances électorales. C'est un récit qui porte la signature de Sandra Moukeya. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a promulgué la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette nouvelle loi a été adoptée le 4 juin à l'Assemblée nationale et le 11 juin au Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet. Le nombre de membres passe à 15 en raison de 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile, 7 d'entre eux siégeront au bureau qui sera dirigé par un délégué de confession religieuse. Voici comment sont répartis les 7 postes du bureau de la CENI. Président, société civile, premier vice-président, majorité, deuxième vice-président, opposition, rapporteur, majorité, rapporteur adjoint, majorité, questeur, opposition, questeur adjoint, majorité. Christophe Lutundula, auteur de la proposition, a été nommé au gouvernement en tant que vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Rendons-nous à la primature où le Premier ministre congolais Sama Lukonde Jean-Michel a présidé une réunion du groupe de travail conjoint MONUSCO-RDC dans l'objectif d'élaborer une feuille de route du processus de retrait de la mission onusienne au Congo Kinshasa MONUSCO. Suivez ici Bintou Keïta dans cet extrait téléphonique choisi pour vous par votre rédaction. Alors ce que nous allons retenir, c'est un partenariat extrêmement renforcé entre la primature et les Nations Unies, y compris la MONUSCO, dans le contexte d'un groupe, du lancement en fait, d'un groupe de travail conjoint qui a été discuté déjà de longue date avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et certains des ministres depuis le 26 avril dernier lorsque le gouvernement a été mis en place pour que nous puissions nous organiser, avoir un forum d'échange, mais pas juste des échanges et de partage d'informations, mais des groupes de travail qui s'appesantissent sur les problématiques qui font partie des priorités de l'action gouvernementale. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que nous avons un produit qui doit être livré au Conseil de sécurité au mois de septembre à travers le secrétaire général des Nations Unies. Et donc là, aujourd'hui, c'était le moment où toute la délégation gouvernementale sous le leadership du Premier ministre nous a indiqué très clairement qui seront les présidents et coprésidents de ces différents groupes thématiques. Les activités de l'autorité provinciale, on en parle dans ce point d'actualité. Question de vous dire que Masuka Saini Fifi, gouverneur intérimaire du Lualaba, a assisté à la cérémonie de présentation des engins pour le lancement des travaux de réhabilitation et construction des routes ainsi que des travaux agricoles d'envergure. Bien sûr, nous sommes dans la chefferie de Bayeke, territoire de Lubudi. Suivez. C'est par le coup des canons
comme l'exige la tradition, à l'arrivée des invités des marques et la cérémonie d'inauguration d'un atelier des engins des terrassements routiers et d'agro-pastoral s'est déroulée sous les auspices du gouverneur intérimaire sur invitation du grand chef Godefroid Mounongo Kaneranera. Fifi Maskwasahini a parcouru des 109 km au total en compagnie du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamouni Tombo Mataïla et des quelques membres de l'exécutif provincial dont Paulé Kalaou Kapinde, ministre intérimaire des infrastructures dans la province du Lualaba. Accueilli par une foule immense, la délégation gouvernementale et parlementaire du Lualaba ont eu d'abord droit à la présentation d'un programme quinquennal de la chefferie des Bayéké avant de procéder à l'étape la plus attendue du jour, qui est l'inauguration des engins, l'un après l'autre, suivi des rites. Fifi Maskwasahini a également été à l'université Mseri, où elle a bénéficié des ovations sans précédent de la part des étudiants et du corps académique avant de recevoir leur doléance au rectorat. Les gouverneurs intérimaires de la province du Cobalt leur a promis les soutiens du gouvernement provincial. L'autre étape était la visite de la radio-télé Tankiri du Ngarengazé de la chefferie. Ici, l'autorité provinciale a tenu un point de presse et répondu aux questions des chevaliers de la plume et du micro avant d'éclore sa tournée par les partages d'un repas avec toute l'équipe de la chefferie. Aujourd'hui, la redevance dans la chefferie de Bayéké est en train de montrer le fruit. C'est le fruit d'un travail de plusieurs législateurs qui ont travaillé et voilà qui apportent de fruits à la terre où appartiennent les minéraux. C'est ce que nous allons retenir d'abord et pour ça, les félicitations s'imposent à l'équipe qui est en train de gouverner cette chefferie parce que ce que nous venons de voir en termes de pourcentage, nous allons au-delà de la satisfaction. Et c'est tard dans la soirée que Fifi Maskwasahini et sa délégation ont pris chemin de retour vers les chefs-lieux de la province du Lualaba, Kolwezi. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Maskwasahini Fifi, a lancé le projet de construction d'aménagement de la place Mukonto au quartier Lukeka et la construction de l'Institut technique agricole de Fungurume. Ce que nous dit ici Jordan Wingam pour les comptes de la cellule de communication du gouvernorat de province. Voir la province du Lualaba dotée des infrastructures dignes de la capitale mondiale du cobalt est le cheval de bataille du gouverneur intérimaire. Fifi Maskwasahini ne cesse d'inviter ses collaborateurs à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la commune rurale de Fungurume ce mardi 6 juillet 2021, accueilli chaleureusement par la population. L'autorité provinciale a présidé la cérémonie du lancement du projet de construction et d'aménagement de la place Mukonto au quartier Lukeka, cellule qu'en chantier non loin de la route nationale numéro 39 dans les territoires de Lubudi. Maskwasahini Fifi s'est fait accompagner des députés provinciaux et membres de l'exécutif provincial. Bien avant la pose de la première pierre, la femme numéro 1 de la province du Cobalt a suivi attentivement les explications du chef des chantiers sur ce que sera la matérialisation du projet. Juste après, le gouverneur Aïe du Lualaba et sa suite était au quartier d'Ipeta, cellule Kabila 2, pour donner le coup d'envoi de la construction de l'Institut technique agricole de Fungurume, une première dans cette contrée. Fifi Maskwasahini a encouragé les bourgmestres de Fungurume pour l'initiative. Elle a donc émis le vœu de voir la concrétisation de ces projets le plus rapidement possible en conformité avec la maquette. C'est la satisfaction, c'est la continuité, c'est le travail qui se voit. Je suis tellement satisfaite que les idées, même quand je ne les envoie pas, mais ça se trouve déjà dans les cœurs et dans la tête de ceux avec qui nous gérons ensemble. Voilà, aujourd'hui nous venons, vous allez voir que ce bâtiment va vraiment transformer ces quartiers. Avoir des immeubles qui sont en train de pousser de la terre, c'est une bénédiction, c'est le changement de notre contrée, c'est le changement de la province. Quand on a des immeubles, c'est ça même le développement. Donc coup de chapeau à M. le bourgmestre, coup de chapeau à tout le personnel
ainsi qu'à la société qui va construire, car je suis sûr nous allons trouver le même bâtiment que sur le pancarte. Un financement total de l'administration communale de Fungourmé grâce à la redevance minière. C'est l'entreprise Congo Invest Corporation qui exécute ces travaux. Parlons économie à présent dans ce point d'actualité. La salle de conférence de l'ancien gouvernorat a servi des cadres à une séance de travail sur le respect de la nouvelle taxe organisée par la direction nationale du ministère de l'Industrie et le commissariat en province de l'économie dans la matinée de ce mercredi 7 juillet 2021. Ce que nous disent ici Shonango et Chimikulu et grâce Chimbadimbombo. La direction nationale du ministère de l'Industrie et le commissariat général du gouvernement en charge de l'économie ont organisé une séance de travail sur la nouvelle taxe de l'extampillage dans la matinée de ce mercredi 7 juillet 2021 dans la salle de conférence de l'ancien gouvernorat. C'était en présence de toutes les régies financières de la province du Lualaba. Prenant la parole, les commissaires de l'économie Soana Kazembe Mathieu a, au nom du gouverneur ad intérim du Lualaba, fait une brève présentation de cette séance de travail. La province du Lualaba a le privilège de recevoir dans sa juridiction une délégation en provenance de Kinshasa, venue du ministère de l'Industrie pour la sensibilisation et la collecte d'informations sur la mise en place d'un système intégré d'estampillage et code-barre. Juste après les commissaires Kazembe, le directeur de cabinet du ministre national de l'Industrie, Dieudonné Kasseve, a déclaré cet atelier ouvert au nom du ministre Julien Paluku. L'ordonnance loi, si que la nécessité de leur mise en œuvre au comitement sera abordée par les experts du gouvernement central lors de leurs interventions. C'est ainsi donc autour de ces points que vont se focaliser nos réflexions en vue de parvenir à la mise en place d'un système intégré unique et d'harmoniser, d'enregistrer et d'identifier les produits congolais. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de cet atelier et je vous remercie. Dans cet atelier de travail, les exposés des participants ont porté respectivement sur le taxe et les produits. En tant que technicien, je vais rester sur la partie technique pour que nous puissions arriver à nous donner des idées sur les spécificités de l'estampille. Parce que c'est dérisoire, 18 francs. 18 francs pour une bouteille, donc de une sixième. Tout un sachet, 18 francs. C'est minimum, c'est dérisoire. Après les jeux de questions et réponses, le ministre Kazembe est revenu pour proposer quelques suggestions aux représentants du ministre de l'Industrie, avant que le directeur Dieudonné Kasseve ne déclare close la dite séance de travail. Directeur, soyez notre interprète auprès du ministre national de l'Industrie et nous voulons que ces timbres soient mis en place, bien sûr ensemble avec l'estampillage le plus rapidement possible. Une des faiblesses que peut-être mes services n'ont pas dit, c'est le fait que quand vous allez chez l'assujetti, vous dites je viens récolter la taxe d'estampillage. Bon, en réalité, on devrait remettre l'estampillage. Nous sommes tout à fait au début. En l'absence de cette estampille, il y en a qui hésitent encore. Mais les mécanismes vont se mettre en place très rapidement. Soit à travers ce que vous êtes en train de faire, soit alors nous présentons devant une institution qui peut nous fabriquer des estampilles. Mais pour ce qui concerne le ministère de l'Industrie, c'est pour arrêter les contrefaçons, pour protéger les consommateurs. Donc nous vous remercions vraiment pour l'attention que vous nous avez accordée et c'est sur ces mots que je déclare clos l'atelier de ce jour. Et
Toujours sur ce même chapitre, après avoir exposé et suivi avec une oreille attentive différents intervenants, le directeur des cabinets du ministre national de l'Industrie et le commissaire général du gouvernement provincial ont expliqué sur quoi était basée cette séance de travail. Encore une fois, ils sont au micro et devant la caméra, bien sûr, des grâces Kimbadi et Shunango Shimikolo. Dans le cadre de sensibilisation sur l'estampillage et les codes barres, tout produit qui est fabriqué en RDC doit pouvoir porter des insignes pour qu'on puisse savoir ce produit, est-ce qu'il répond aux normes, quel est le temps à quel moment il a été fabriqué et est-ce qu'il peut être aussi exporté vers les autres pays. L'avantage de ce pays, comme on l'a dit, nous sommes déjà membres de la ZELCAF, nous sommes aussi admis à l'AGOA. Ça signifie qu'il faudrait que nous puissions rassurer les partenaires que les produits qui viennent de la RDC répondent aux normes internationales. Donc, après cet atelier, ça nous renforce, ça nous donne encore plus d'énergie pour pouvoir récolter cette taxe pour, disons, permettre à notre province d'avoir les moyens de sa politique. C'est une taxe très importante. Il faudrait que nos compatriotes comprennent. Nous ne le faisons pas pour embêter qui que ce soit, ni pour faire peut-être un cinéma, mais c'est une taxe tout à fait légale. C'est peut-être le fait qu'on n'est pas habitué à l'activer qui fait que, bon, lorsque, disons, dans l'opinion, on entend la taxe d'estampillage, on pense peut-être que c'est une invention de la province. Non, ce n'est pas une invention de la province. Et cette taxe peut aider les industriels, tels qu'on a vu. Nous avons des obligations sur le plan international, nous avons des accords, vous avez entendu la GOA, l'accord avec les États-Unis, tout ça. Il faut qu'il y ait une conformité. C'est une taxe d'ailleurs de conformité d'emballage. C'est ce qu'on appelle donc l'estampillage. C'est, je crois, une meilleure façon de gérer les choses pour permettre à ce que les industriels et même la population puissent être sécurisés. Quittons le ministère de l'économie pour nous rendre à un autre ministère, celui de l'environnement, pour vous dire que cette institution a organisé un atelier de formation des OPJ de ces secteurs. Ces assises ont été lancées par le patron de l'environnement et tourisme en province, Alain Kantenga Kapenda. Reportage. Lancement ce mercredi 7 juillet d'un atelier de formation des officiers de police judiciaire OPJ du secteur de l'environnement et du tourisme au Lualaba. Ces travaux de remise à niveau consistent à recadrer sur différentes questions et orientations d'infractions liées à ces secteurs, a fait savoir le procureur de la République présent pour la circonstance. Cette formation est très importante et elle sera suivie immédiatement après par la cérémonie de prestation des serments. La formation consiste donc à vous fournir les outils nécessaires pour vous permettre demain d'être capable de poser tous les actes de votre secteur pouvant permettre le bon fonctionnement de votre service. Pour le ministre provincial de l'environnement et du tourisme, Alain Kantenga Kapenda, ces assises sont plus que salutaires pour son ministère et appelle tous les participants à bien acquérir les différentes matières qui seront dispensées. Vous êtes sans ignorer que dans les deux secteurs, l'environnement et le tourisme, il y a des infractions qui se commettent à tout moment. Et la loi vous dit que ces infractions ne peuvent être constatées, sanctionnées que par les OPJ formés
assermentés, si vous voulez bien le terme qu'il faut utiliser, par les OPJ assermentés. Et donc il était très important pour nous par rapport à tout ce que nous avons comme problème lié à la violation de normes liées à la protection de l'environnement, par rapport à la violation dans le secteur du tourisme. Et donc il était très important que nous puissions former les personnels assermentés, donc les OPJ, pour sanctionner ces infractions-là. Ces travaux de 7 jours qui se déroulent à la bibliothèque du complexe Ewabora seront sanctionnés par la prestation des serments et la remise d'un brevet. Parlons éducation à présent dans ce point d'actualité. Vous dire que la salle Bétajo a servi des cadres ce mercredi 7 juillet 2021 à une réunion entre le ministère provincial de l'éducation et les experts de l'éducation du Lualaba et du Haut-Katanga sur la mise en place du projet Educat. Ce que nous dit ici Charme Katembo dans ce papier rendu au studio par Cléophas Ngongo Mirambo. Les acteurs de l'éducation des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, ainsi que les représentants de quelques entreprises de la place, étaient autour d'une table ce mercredi 7 juillet 2021. Objectif, mettre en place le projet Educat et la construction du centre des ressources. Le but des présentes assises est de nous permettre d'échanger ensemble sur la marche du projet en faisant notamment le point sur les activités déjà réalisées, celles en cours et venir ainsi que celles en cours et à venir ainsi que les éventuels ajustements nécessaires avec en ligne de mire l'atteinte de l'objectif principal du projet dans son ensemble, à savoir l'amélioration de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des élèves fréquentant les écoles techniques ciblées et ceux d'autres établissements techniques en contribuant ainsi à accroître l'employabilité des jeunes dans la zone du projet. Au sortir de la réunion, le responsable national des Educat a donné l'objectif du projet. L'objectif du projet Educat, c'est d'appuyer les écoles d'enseignement technique. Au niveau du Lualaba, il y a des choses que Educat avait déjà fait au niveau de Itima, notamment réhabilitation des infrastructures, des équipements, la formation des enseignants et l'accompagnement des élèves de Itima, Mokoshi et toutes les écoles techniques de la classe à l'insertion socio-professionnelle. Pour ça, c'était via un centre de ressources qui est à Lubumbashi. Maintenant ici, l'objectif de la réunion est de créer un autre centre de ressources au niveau du Lualaba qui aura presque la même mission que les centres de ressources de Lubumbashi. En international, c'est une page noire. Question de vous dire que le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné la nuit du mardi à mercredi 7 juillet 2021 par des hommes armés dans sa résidence privée. Le Premier ministre a appelé la population haïtienne au calme. Suivez. Les circonstances sont assez floues sur ce qui s'est passé donc dans la résidence privée du président qui habite sur les hauteurs de la capitale Port-au-Prince. Un commando, vous l'avez dit et le communiqué le précise, se serait introduit dans cette demeure privée. Certains seraient de langue espagnole, mais rien n'est officiellement confirmé, sauf effectivement donc cet assassinat du président par le Premier ministre qui a confirmé donc cette nouvelle, l'assassinat de Jovenel Moïse, et donc son épouse Martine Moïse est blessée et soignée en ce moment à l'hôpital. C'est un flou total dans lequel Haïti plonge aujourd'hui parce que il n'y a pas de Premier ministre en fonction. Claude Joseph est un intérim. Lundi, Jovenel Moïse avait annoncé nommer un nouveau Premier ministre en charge de composer un nouveau gouvernement, mais il n'a pas officiellement pris ses fonctions. Selon la constitution haïtienne, c'est au président de la Cour de cassation d'assurer le pouvoir en cas de vacance par la présidence, mais aujourd'hui, Haïti n'a pas de président de la Cour de cassation, car il est lui décédé du Covid récemment, donc c'est un réel flou aujourd'hui sur Port-au-Prince.
Absolument, la mainmise des gangs sur Haïti et principalement sur Port-au-Prince est telle que la circulation vers la moitié nord-sud, la moitié sud d'Haïti est impossible depuis la capitale. À l'automne, il y avait eu une recrudescence d'enlèvements contre rançon qui touchait invariablement les Haïtiens les plus aisés ou les plus pauvres. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle de l'assassinat dans ce contexte où les bandes armées contrôlent une majeure partie de la capitale haïtienne, c'est jeter encore le trouble sur le pays où une majorité de la population vit malheureusement sous le seuil de pauvreté et donc peine à survivre. Parlons sport avant de boucler avec ce point d'actualité sur Amani Télévision. Nommé sélectionneur principal des Léopards U23, Jean-Claude Loboko a balayé d'un revers toutes les spéculations autour de la liste des joueurs sélectionnés et demeure rassurant quant à l'avenir de cette équipe. Ce que nous dit ici Cléophas Ngongo Mirambo dans cet extrait choisi pour vous. Il y a certains joueurs qui ont été appelés, qui ont donné l'accord, et dont les clubs ne souhaitaient pas les libérer puisque ce n'est pas les dates FIFA. Ensuite, il y a des joueurs qui ont été blessés, je pense à ceux qui sont aux États-Unis. Il y a Makangi là, qui est blessé. L'autre en attente de sa carte de séjour américaine, donc il ne pouvait pas quitter le pays. Donc voilà, pour ces raisons-là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu répondre à notre demande. Ensuite, il y a eu des contraintes budgétaires, parce que le pays n'a pas que le football à gérer. On nous a demandé d'établir une liste de 25 au lieu de 30. Naturellement, quand vous passez de 25 à 30, il y a des joueurs qui ne sont pas repris dans la liste. Et ensuite, nous avons mis une liste de réservistes parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de passeport. Le temps de faire les passeports, voilà, donc on a anticipé au cas où certains joueurs ne donneraient pas satisfaction sur le plan administratif. Donc, cette liste de réservistes est faite pour pallier aux absences, ce qui est normal, ce qui se fait partout, mais de là à dire que cette liste a été imposée par les dirigeants ou par une tierce personne, c'est pas possible. Il y a des joueurs, il y a Ifaso qui vient du Maroc, son club a accepté de le libérer, même si c'est pas une date FIFA. Il y a Twissi là qui vient de la Tanzanie, qui va nous rejoindre prochainement puisqu'il a joué hier. Il y a un joueur qui est dans notre liste, qui a commencé la préparation avec nous et qui est en phase peut-être de signer dans un club étranger, donc il est parti pour signer son contrat. Quant aux autres qui sont en Europe, c'est plus difficile puisque ce n'est pas une date FIFA et les clubs en général souhaitent avoir l'effectif, tout l'effectif pour faire la préparation. Voilà les raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de joueurs étrangers. Écoutez, nous sommes un staff professionnel responsable. Je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens par-ci, par-là, ci et là, qui pensent qu'on prendrait volontairement des choses. Ça, c'est pas vrai. Nous avons un système maintenant qui est FIFA Connect, où vous pouvez vérifier l'âge des joueurs. Si on a des doutes sérieux sur un joueur qui serait au-delà, évidemment, on ne va pas le prendre. Mais on se base essentiellement sur FIFA Connect. Si un joueur sur FIFA Connect a 20 ans, que voulez-vous que le sélectionneur fasse? Je ne peux pas spéculer, aller dire qu'il n'a pas 20 ans, non. Ça, ce n'est pas le travail du sélectionneur. Nous avons un secrétariat qui s'occupe de toutes ces affaires administratives. Donc, nous essayons de faire du mieux possible pour pas qu'on tombe dans on va dire, dans les erreurs du passé. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision, la chaîne des proximités. Et ça a été pour moi un plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs.